dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis ravie de recevoir le chef Christophe Michalak. Durant 15 ans, chef pâtissier du Plaza Athénée, gagnant en 2005 de la Coupe du Monde de pâtisserie, Christophe Michalak a construit depuis un petit empire sucré entre Paris et Tokyo. Je le reçois aujourd'hui, bien qu'à distance, à l'occasion du reveal de sa sublime bûche de Noël trompe-l'œil aux aspirations japanisantes. Bonjour Christophe. Bonjour Pauline. Aujourd'hui, on va pas aller au Japon, on va aller à New York ensemble et on va parler d'une soirée qui part en couille. Ce sont vos mots, hein. Qui part en cacahuète, ouais. Voilà, j'ai tellement d'histoires à raconter. Alors, pour faire un retour dans le temps, à cette époque, je crois qu'on était en 80. Alors, l'électricité était encore présente, hein, je vous rassure. 98, 99. Voilà, je crois que c'est ça. En fait, à l'époque, je suis chef pâtissier au Japon. Pierre Armé, avec qui je travaillais bien évidemment chez Fauchon quelques années auparavant, me rencontre à Tokyo et me dit que voilà, il va faire du conseil dans une grosse entreprise américaine, dans un grand restaurant. Et l'idée, c'est de faire du conseil dans cette entreprise pour ensuite ouvrir des boutiques Pierre Armé à New York. Donc sur le papier, c'est super alléchant. Ouais, génial. Donc je quitte New York, enfin je quitte Kobe exactement au Japon. Je fais un petit stop à Paris et j'arrive directement à New York. Et New York, en fait, je fais du conseil donc pour une entreprise, pour un chef de cuisine qui s'appelle David Boulet, qui est à l'époque 3 étoiles au New York Times, donc qui est un peu le Michelin n'est pas présent encore aux États-Unis, mais c'est the place to be en fait. Hein. C'est un Ça chef. doit être sacrément impressionnant. Alors oui, parce qu'en plus moi j'avais 24 ans, donc j'étais quand même assez. Ouais. Quand même pas fini dans ma tête. Hein. Nous les hommes, on commence à. Le lobe frontal. Le lobe, il commence à être opérationnel à 40 ans. Donc mais j'étais tout feu tout flamme, donc j'étais super heureux d'être là. Et ce chef, David Boulet, était très charismatique, un peu la gueule de George Clooney justement. Qui parlait bien français, sa grand-mère était française, il était américain, et puis il avait le vent en poupe, c'était vraiment un des chefs les plus cotés à l'époque. Et donc voilà, Pierre Armé signe un contrat de conseil et il lui dit je vais t'envoyer mon chef pâtissier, tu verras, c'est un super Top Gun, il est capable de tout et l'idée c'était de rehausser le niveau. En fait, David Boulet avait plusieurs restaurants et avait une bakery qu'il appelait la Boulet Bakery. Et donc l'idée c'était d'élever le niveau de cette boulangerie et ensuite développer l'univers Pierre Armé en créant des boutiques Pierre Armé à New York. D'accord. Donc sur le papier super alléchant, beaucoup moins sympa par contre une fois qu'on arrive à New York, parce que je suis arrivé avec mes 3 valises de Paris. Pendant une semaine j'ai pas été logé. Donc j'ai dû, on m'a logé dans des trucs complètement pourris à droite à gauche. Et moi, je suis un garçon qui a besoin d'avoir mon petit appartement, mes petits livres bien rangés de côté. Voilà, j'ai besoin d'avoir une bougie. C'est très important pour moi. C'est ma solidité. Voilà, j'ai besoin d'être organisé de cette façon pour ensuite aller à la guerre entre guillemets. Bon, voilà, ça se prononce c'est un peu compliqué. Bon, finalement, je prends mes marques, je travaille là-bas, donc welcome New York. Hein, c'est tout sauf la rigueur que j'avais au Japon ou que j'avais vu à Paris. C'est un bordel ambulant, voilà. Ah ouais, je m'imaginais pas du tout ça comme ça. Ah, mais New York, c'est un bordel monstre. J'ai un souvenir de New York où à Noël, il fait tellement froid que vous avez 30 centimètres de neige un peu partout. Mais dès qu'on arrive en février-mars et que la fonte des neiges arrive, je me souviens, dans le métro, on avait même des parapluies parce que ça goûtait tellement que ça goûtait dans le métro. D'accord, ok. Et puis quand vous traversez une rue à New York, il y avait parfois des flaques d'eau qui étaient profondes de 60 centimètres. Donc c'était complètement loufoque, complètement fou. Et moi, j'étais un peu seul au monde parce qu'il y avait une vingtaine de pâtissiers là-bas. Donc qui était embauché par David Boulet. Donc moi j'étais le chef conseil pour rehausser la gamme, et puis tout doucement je devais mettre en place une gamme Pierre Armé. Et en fait j'étais un peu seul au monde. Puis finalement très vite ce chef américain ne me payait plus. Donc les 3 premiers mois j'étais payé par Pierre. Après j'étais plus payé, mais j'avais un logement de fonction
qui m'était donné par un des copains de David Boulay. Donc voilà, c'était un peu nébuleux. Ça a commencé à me chauffer un petit peu rapidement. Et j'ai très vite vu que là, waouh, quand dans les films, j'étais tombé dans une sorte de traquenard et je savais pas comment m'en sortir parce que Pierre me disait non mais voilà, débrouillez-vous un petit peu, vous êtes un manager, j'attends d'un manager qui se débrouille Oh, et la les- vache. Mais vous avez 24 ans. ah oui, j'étais bébé, C'est et surtout en bébé. face de moi, le mec est totalement C'est le loup de Wall Street de la pâtisserie, quoi. c'est un peu ça, ouais, c'était complètement moi qui suis très organisé. Waouh, là-bas ça a été mais c'est le no man's land en fait. Et Donc comment réagissaient les autres chefs en vous voyant débarquer? Parce que j'imagine que lorsqu'on fait débarquer un jeune de 24 ans, l'ego, ça peut, je sais pas si ça fait très très bon ménage, non? c'est une très bonne question parce que bon, on ne nous apprend pas à devenir manager lorsqu'on intègre les cuisines, la pâtisserie ou en tout cas l'école. Ça devient vraiment un travail qu'on apprend tout seul sur le temps. Moi, j'ai commencé ma carrière à l'époque où le modèle à suivre, c'était plus Joël Robuchon, qui était un chef que Mmh. j'adorais, mais qui était la Mmh. rigueur pour la rigueur. Donc, si tu veux, si ça marche pas, tu risques de te prendre une casserole chaude dans la tronche. Donc, ouais, il y a pas trop de. C'était un peu le management à l'ancienne, donc il Eh fallait oui. être un peu rock'n'roll. Et non, moi, ça a été très vite. Hein. Je me rappelle que le premier jour, c'était tellement bordélique cette boulangerie à pâtisserie que j'ai fait 3 trous dans un sac poubelle. J'ai passé ma tête, j'ai passé mon bras droit, mon bras gauche. J'ai pris un autre sac poubelle, j'ai fait 2 trous, j'ai rentré mes 2 jambes. Donc je me suis habillé tout en sac poubelle et j'ai passé le Kärcher partout pour tout nettoyer. J'ai passé la nuit à tout nettoyer, à tout ranger, tout organiser, en me disant que le lendemain, bah voilà, j'allais tout changer, quoi. J'allais tout organiser pour que on puisse faire une pâtisserie exceptionnelle. Mais avant de faire une pâtisserie exceptionnelle, il fallait que tout soit rangé au millimètre. Donc je dois finir vers 23h. Toi, de 7h à 23h, je nettoie tout, je mets tout en place, je prépare mes recettes et bah, je rentre vite chez moi pour me coucher. Je reviens assez tôt, hein, vers 6-7 heures du mat. Ouais. J'avais juste oublié qu'en fait, entre minuit et 6 heures du matin, il y avait l'équipe de boulangers qui était là, qui travaillait. Et quand je suis venu, en fait, tout le rangement, tout le nettoyage que j'avais fait, c'était quasiment peine perdue. Les mecs Oh non. avaient foutu de la farine partout. Enfin, c'était un bordel monstre. Waouh! Et là, je me suis dit, Chris, ça va pas être facile, hein. Donc, Ouais. j'ai apporté beaucoup de rigueur et j'ai fait du management un peu musclé, hein, en bousculant un peu tout le monde. Écoute, finalement, tout s'est plutôt bien passé. J'ai essayé à rallier un peu tout le monde dans mon sens et tout le monde enfin avec quelqu'un qui apportait de la rigueur, des nouvelles recettes, etc., etc. Voilà. Le seul problème, c'est que Mais ce sans être payé, quoi. Ce qui est un petit David détail qui a son importance quand on sait le budget qu'il faut pour vivre à New York. absolument. Ce qui me sauvait, c'est que l'appartement était pris en charge, donc j'avais pas à payer l'appartement et j'avais déjà trois mois qui m'avaient été payés par Pierre lorsque j'étais encore en France. Donc voilà, j'avais une petite sauvegarde entre guillemets, quoi. Et donc chaque mois, j'appelais Pierre en disant attention, ce mois-ci, il m'a pas payé le gars, hein. J'allais le voir et l'autre évitait de me parler. Enfin ouais, et donc ça a créé une ambiance très particulière et très désagréable. Donc je passais mon temps pendant mes coupures à aller voir des avocats pour essayer de savoir comment je Mmh. pouvais me dépatter de ce gros souci. Et en fait, concrètement, les mecs m'expliquent que bah ça va être compliqué parce que j'ai un visa J1, donc un visa étudiant. J'ai une place de Oh là responsable, donc là. j'aurais dû Donc avoir pas un visa légal J1. déjà? Exactement. Donc là, déjà, c'est très bancal. Que concrètement, j'ai pas de contrat avec lui. J'ai un contrat avec une entreprise française. Donc Mmh. concrètement, je suis bien dans la merde. Oui, c'est ça. C'est Voilà. la conclusion légale. Donc je vais accélérer un peu le truc. Donc ça dure quand même pendant quelques mois, tout ça, un peu compliqué. Et l'histoire, elle est folle. J'ai un copain qui vient en vacances à New York et que j'héberge. Ce copain, il s'appelle Jean-François Piège. Donc maintenant, tout On le monde le voit connaît. vaguement. Mmh. Oui. Le jeune branleur, moi en pâtisserie, lui en cuisine. Oh, c'est Et génial. c'est très très drôle l'histoire. Et donc je lui explique tout ça. Il me dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc de dingue. Et donc comme Jean-François passe une semaine ici, quand Jean-François en général, donc il était venu voir au Japon et là vient me voir à New York, le garçon il est plutôt bien organisé. C'est-à-dire que le midi et le soir,
on essaye un restaurant, on essaye un gastronomique, Ah, enfin, c'est génial. on a checké parce qu'on est des jeunes, et on veut tout voir, tout goûter, Mmh. tout savoir ce qui se passe à New York. Donc le soir, on ripaille, on mange, etc. Donc j'en peux plus. Et le matin, j'attaque quand même ma journée assez tôt là-bas. Et je lui dis, écoute, je sais pas comment ça va se finir parce que mes avocats disent que concrètement, je peux rien faire. Pierre Armé, bon, mais il me dit que je dois me débrouiller. Et donc voilà, je sens que voilà, j'essaie de récupérer ma mise de départ. C'est-à-dire que là, ça faisait à peu près 8 mois que je travaillais et que j'étais quasiment pas payé. Et le mec me disait, non, mais t'inquiète pas, je vais te payer. C'est un détail, ça, t'inquiète pas, ça va venir. Pierre me disait, non, mais écoutez-le, il a raison. Enfin, voilà, un bordel. Bon. Mmh. Et puis, ce jour-là, je vais travailler et je sais pas si tu te rappelles ce film avec Tom Cruise qui s'appelle Jerry Maguire. Ah, je l'ai pas vu. Excellent Zut. film où c'est un agent de jeunes sportifs qui se fait remercier en fait. On le vire et il m'est arrivé la même chose. Hein. Le mec m'a viré comme une merde. Mais non. J'ai pris une caisse en bois, donc en fait c'est des caisses à vin vides, hein, et j'ai rangé tous mes dossiers, j'ai mis mon ordinateur, tout ça, et je suis sorti avec ma caisse de bois, avec tout comme ça, Oh, mon on doit se sentir portable. humilié avec sa caisse en passant devant toute l'équipe. Exactement, c'est exactement. Alors, en fait, ce qu'il savait pas, le gars, c'est que moi, ça me rend beaucoup plus fort. Tout ce genre de passage, Mmh. dès qu'on est condescendant, qu'on Ouais. manque de respect ou qu'on me traite comme un moins que rien, Mmh en fait, mh. ça me galvanise. Il a pas idée, c'est comme si tu me piquais avec de la Ah, je vitamine. comprends parfaitement. Je suis Rocky Balboa avec le couteau de Rambo dans la bouche. Je suis le mec le plus D'ailleurs, dangereux au monde. physiquement, Et donc j'ai appelé Jean-François du bureau en lui disant: «Merde, tu encore à l'appart?» Donc il était style 9 heures du mat. Il dit: «Bah ouais, ouais, je viens de me réveiller». Je lui dis: «Bah écoute, bouge pas, je viens de me faire virer, j'arrive». Il me dit: «Non, tu déconnes». Je dis: «Non, non, je te jure, un truc de fou». Donc je prends un taxi, j'arrive, donc tu sais, tu ramasses quand même dans le moral parce que là, ah tu te bah dis: «Bon, oui. je suis viré, les mecs, ils me doivent 8 mois de loyer, enfin 8 mois de salaire. Comment je fais, quoi?» Puis moi, j'avais aménagé mon petit appartement à New York, j'avais acheté mon petit canapé, ma petite, enfin, je te parle de ça, j'avais 24 ans, j'ai pas une thune, donc tu Et vois, puis c'est du jour au lendemain, enfin c'est super choquant, c'est oui, sans c'est très, très, très choquant. Donc je vois Jeb, bon finalement ça m'a fait du bien parce qu'il est resté encore 3 jours de plus et bon on a eu le temps de parler, etc. Il m'a dit: «Qu'est-ce que tu vas faire?» Je dis: «Bah là comme ça, je pense que je vais retourner ce soir avec une cagoule et je vais lui mettre une droite parce qu'on peut pas parler aux gens comme ça, quoi. Je peux pas me laisser faire». Et donc là on rigole un peu, il me dit: «Bon, t'es sûr que c'est la bonne solution?» etc. Et bon, finalement on reste 3 jours, on refait nos petites vadrouilles, on va goûter plein de choses à droite à gauche. Ça me fait beaucoup de bien de parler. Et je me dis, bon, je contacte Pierre Armé qui lui abasourdi par ce qui se passe. Donc Pierre en fait m'envoie un billet d'avion. Entre-temps, l'Américain me fait comprendre qu'il va appeler l'immigration et que il va annuler mon visa J1 et que en fait j'ai concrètement que quelques jours pour quitter le pays. oh Donc là, la tout ça c'est vache. quand même assez rude. Hein. Bon, et dans ma tête, je me dis, alors ça va très vite, hein. Je me dis: «OK, on va faire étape par étape». Moi, toutes mes affaires, tu sais, quand tu as pas une thune et tu as acheté 3 casseroles, bah, ces 3 casseroles, c'est ta vie, quoi. Ah oui. Les 3 casseroles, ma télé, mon comment dire? Mon canapé, ma table basse, enfin voilà, tout ça, c'était j'ai tout mis dans ce qu'on appelle dans un storage, Mmh mh. je sais pas comment on dit ça maintenant, Si, oui, oui, c'est les espaces que l'on loue des pour, emplacements loués, tu vois? Voilà, pendant 1 an, j'ai loué, en fait, un emplacement et j'ai stocké, en fait, enfin, toute ma vie d'1 an, quoi. Et donc j'ai reçu un billet de Pierre Armé, je suis reparti, à Paris. Et quand je suis parti à Paris, en fait, j'avais plus rien. Je devais avoir 100 balles, dans ma mmh poche. J'avais 8 mois d'impayés et toutes mes affaires, en fait, étaient dans un emplacement, dans une location à New York, quoi. Et le truc dans ma tête, le schéma et le scénario dans ma tête, c'était très simple, hein. C'était de retourner en France, pendant quelques mois, de retrouver un job à New York, de repartir à New York, de devenir le meilleur pâtissier ever de New York, d'avoir toute la presse,
de faire de la télé tous les jours pour que le mec il se bouffe la paire de couilles. Il se dit merde, J'adore. incroyable, j'ai viré ce gars et le mec est revenu par la grande porte et on entend parler que de lui. Donc voilà, j'étais vraiment motivé que pour ça. Donc entre-temps, quand je rentre à Paris, je me dis que alors Pierre finalement avec ses avocats, on trouve un arrangement et me rembourse les mois qui ne m'ont pas été réglés. Donc bah t'imagines, j'ai eu mois de salaire, donc j'ai quand même un peu d'argent Ouais, tout d'un coup. qui revient. Et là je dis bah tiens, je vais aider mes copains, c'était l'époque de Noël, donc je vais voir mes potes Arnaud Larère et je passe une semaine chez lui, je passe une semaine chez un autre copain qui a une boulangerie pour l'aider pour Noël. Et là, le chef à l'époque de La Durée s'appelle Philippe Andrieux et Philippe m'appelle, il me dit mais attends, mais qu'est-ce que tu fous là? Bah j'ai écoute New York, ça a capoté. Je dis là j'ai qu'une envie, c'est de repartir à New York et je sais pas comment, mais je vais devenir la star de New York juste pour que le mec ait trop les boules. Et il me dit bon, avant tout ça, il me dit si tu veux, viens chez La Durée, moi j'ai besoin d'un responsable avec moi. Je te mets responsable du décor, numéro 2 de l'équipe et puis voilà, tu fais quelques mois avec moi avant d'avoir ton visa parce que ça va prendre quelques temps tout ça. Finalement, je suis resté quasiment 10 mois chez La Durée. Ok. Et tout en préparant bien évidemment ma venue sur New York, avec un chasseur de tête, j'ai essayé de trouver une place de chef pâtissier. Mais comme ça se prononçait très mal parce que mon visa de J1 avait été consommé, donc revenir avec un deuxième visa, voilà, avec un background comme j'avais à New York, c'était pas facile. Et puis le fait est que rester à Paris, voir mes amis, les meilleures pâtisseries sont à Paris, on va pas se mentir. Cette énergie très parisienne et tout, je me dis quand même, Paris, ça reste quand même pour moi la plus belle ville du monde et c'est vrai que mon rêve, ça serait quand même d'être chef pâtissier dans un grand palace parisien, ça serait incroyable. Et l'histoire est incroyable parce que tout ça but en blanc. Jean-François m'appelle, il me dit écoute, le restaurant La Ducasse va déménager, on déménage de l'avenue Raymond Poincaré, on va rentrer en fait au Plaza Athénée et en fait Ducasse me demandait si je connaissais un chef pâtissier pour l'hôtel Ah Plaza là Athénée. là. Et je lui ai parlé de toi, qu'est-ce que t'en penses et gna. Et bon bref, le truc se fait quoi. Je suis présenté à Ducasse, on me donne ma C'est une chambre évidence. et un truc de fou. Voilà, donc tout est lié, tout est connecté. Merci Jean-François. Oui, bien sûr, ouais, carrément. Merci aux belles amitiés. Et oui. Puis tu sais, je pense que tout est lié aussi. La vie, Bien sûr. tu rencontres, les opportunités qui se présentent, tout est lié. Et puis tout d'un coup, cette envie de revenir à New York, elle était plus là pour les bonnes raisons après quelques mois à rentrer à Paris. Est-ce que on a envie d'y retourner parce que on rêve de retourner bosser là-bas, parce qu'on a envie de rencontrer des gens passionnants, ou juste pour justement prouver à quelqu'un que ça devient évident qu'en face le Plaza Athénée, c'est extraordinaire. J'imagine que cette expérience, elle a dû être unique. C'est fabuleux, ouais, c'était fabuleux parce qu'entre-temps, j'avais encore 26 ans quand je suis rentré. J'avais pas tout à fait 27. Alors c'était dur, C'est hein. tellement jeune, c'est fou. Encore un autre dossier, hein. Le Plaza, c'est un Ah gros oui, dossier aussi. ouais, C'est tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai vécu là-bas. ouais. Mais entre-temps, j'ai organisé, alors ça m'a coûté un bras, mais j'ai organisé mon déménagement de mon fameux storage qui était à New York parce que je tenais quand même à retrouver mes fringues, mes affaires. Bah oui. Donc alors c'est drôle parce que la télé elle n'était pas sur le même voltage. Enfin, tout était finalement Ah là bougé. là. Mais pour moi c'est super important. Donc j'ai tout fait rapatrier. Donc ça a été tout un schmilblick. Mais en tout cas une fois que mon envie d'avancer, de devenir chef pâtissier, d'être reconnu, elle a persisté, bien évidemment. Je suis pas retourné à New York, je suis resté à Paris, mais j'avais la même niaque, la même énergie et je l'ai appliqué puis surtout à Paris, au Plaza Athénée. Donc il y a Puis plein dans ça fait l'autre. réfléchir aussi, alors ça c'est ultra pragmatique ce que je vais dire, mais quand on est au début de sa carrière, on ne se rend absolument pas compte de tout ce qui est juridique, légal. On dit oui aux opportunités, on a l'impression que tout le monde vous attend le cœur grand ouvert, les bras comme ça. Waouh, ça a dû être un rappel à l'ordre très Ouais, violent, et encore mais une fois, presque une chance aussitôt dans votre carrière, quoi. ouais, alors moi, j'ai eu, je t'ai pas parlé du Japon avant, mais le Japon ça a été aussi une super expérience. Mais quand je suis parti,
le chef pâtissier qui avait beaucoup misé sur moi quand je suis parti pour aller bosser chez Pierre Hermé, j'ai senti que je l'avais déçu parce qu'il avait beaucoup misé sur moi et je pense qu'il aurait rêvé que je reste quelques années de plus. Et ça m'a déçu de le décevoir. Donc, toi, j'étais resté sur un constat qui était un peu amer pour moi, même si tout s'est bien passé quand même. Hein. New York, ça a été un deuxième constat un peu amer. Et là, par contre, dans ma tête, je me suis dit, il n'y aura pas de troisième constat. C'est pour ça que quand autant on en parlera, enfin, c'est encore un autre dossier, mais d'ailleurs Cédric Grolet pourra aussi en parler lorsqu'il était au Meurice. Lorsque tu rentres dans ce genre d'établissement prestigieux, il y a une tension énorme. Il y a une tension entre tous les employés, il y a une tension entre les chefs de cuisine et les chefs pâtissiers, il y a une tension, enfin voilà. Oui, tu dois être à la hauteur tous les jours du titre qu'on t'a donné. Exactement. Et puis moi j'étais jeune, personne ne me connaissait. C'est drôle parce que je te parle de Cédric, mais Cédric a reproduit la même chose 10 ans plus tard au Meurice. Mais alors j'ai reçu Cédric dans la leçon au tout début du podcast. D'ailleurs, je le remercierai jamais assez parce que ça a été l'un des premiers à me donner ma chance. Et lui parlait aussi des carrefours dans une carrière. Est-ce que lui faisait beaucoup de concours et pensait qu'il allait faire sa carrière dedans? Et c'est un gros tollé qui lui a donné finalement l'opportunité de se poser 2 secondes et de se dire attends, qu'est-ce que je veux vraiment? Un peu comme toi avec New York, quelle est mon envie profonde au-delà de l'ego? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Et pour toi, c'était le Plaza Athénée. Pour lui, ça a été le Meurice, justement. Complètement, ouais, complètement. Et on s'est appelé parce que c'est encore des autres histoires. Je sais même pas s'il s'en souvient, mais à l'époque, il lui mettait une pression. En fait, il vivait ce que j'ai vécu 10 ans avant. Et bon, c'est tellement douloureux que je me rappelle, j'avais un tableau dans mon bureau. C'était un tableau du Plaza avec toutes les valeurs managériales du Plaza, enfin tout le blabla qu'on te fait croire un petit peu. Tu sais, tu respectes. Oui. Tu vas faire ça. Et je l'avais eu au téléphone et il m'avait expliqué que c'était très dur, etc. Et quand je raccroche, j'ai pris le tableau, je suis monté là-haut à l'étage voir un mec que j'adore, François Delahaye, qui est encore le directeur général du Plaza, qui est un mec exceptionnel. Et je suis arrivé avec mon tableau, j'ai dit attendez, monsieur Delahaye, qu'est-ce que c'est que ces conneries je dois faire attention à mon prochain, je dois faire ci, je dois faire ça. Le pâtissier, le jeune pâtissier comme Maurice, on lui casse les cacahuètes tous les jours, etc. Enfin, à un moment donné, c'est pas possible. J'avais même appelé Christophe Saint-Agne en lui disant putain Chris, sois cool, quoi. C'est un super pâtissier. Enfin, arrêtez de vous acharner là-dessus, lâchez-lui la grappe, etc. Et parce que c'est de fou. Moi, j'ai vécu ça 10 ans auparavant. Et bon, après, j'ai envie de te dire, beaucoup de personnes à nos places auraient craqué. Il y aurait eu beaucoup de personnes qui auraient. J'aurais pas tenu 2 jours, moi, avec mon caractère. C'est très, très, très dur, vraiment. Et finalement, quand on s'en sort, on s'en sort. J'ai envie de te dire encore plus fort. Et puis on va encore plus loin. Donc c'est un mal pour un bien, mais attention, hein, il faut. Oui, mais c'est ce que j'allais dire, et on doit se sentir extrêmement seul, non, à ce genre de poste. Ouais, complètement. Tu vois, c'est drôle parce que moi, à l'époque, quand je suis rentré au Plaza, j'étais très amoureux de ma petite amie de l'époque, et j'avais une pression énorme de certains chefs de cuisine qui faisaient tout pour me virer à l'époque. Et étonnamment, j'avais pas. C'est sur le tard que j'ai compris ça. Ils m'ont mis une énorme pression, ce qu'on pourrait appeler. Je cherche mes mots. Du harcèlement? Du harcèlement, exactement, merci. Du harcèlement moral. Et donc, comme j'ai une enfance aussi un peu difficile, j'ai avancé sans pleurer, vraiment un peu comme un boxeur. Oui, t'as normalisé tes comportements. Exactement. Oui. J'ai avancé, et finalement, le fameux chef de cuisine qui me cassait les cacahuètes s'est fait licencier. Et du jour au lendemain, ma vie a changé. Ah là là. Et ce gars-là qui m'a cassé les burnes a fait la même chose avec Cédric. Et de temps en temps, on en parle, on se dit, mais c'est dingue, parce que ce gars-là, en fait, il nous a rendu service, étonnamment. Il a voulu nous détruire, et au-delà de ça, on est ressorti encore plus fort. C'est quand même fou, parce que ce genre de personnes, moi j'ai fait des études de marketing publicité, mes copains sont encore là-dedans, et ils le connaissent aussi très bien, le harcèlement dans leur corps de métier. Ce genre de mecs se font licencier pour cette raison-là, et on les retrouve 6 mois après dans la prochaine agence, et puis ils reproduisent la même chose. Exactement. Ça fait réfléchir. L'être humain, et puis tu vois que c'est quand même archi flippant, quoi. Et on est d'accord que lorsqu'il est parti, tu n'as pas bien moins bien fait ton travail.
Alors là, c'était comme si j'étais sur un élastique. Tu vois, t'avais plus qu'à lâcher l'élastique Pour que tu voles? pour que je grimpe, ouais. Ouais, ouais, Mmh. j'étais à 200 à l'heure. Mais écoute, moi maintenant, j'en parle. C'était une période difficile, mais il n'y a pas eu que Mmh. ça, hein. Mais c'est des aspects. Manager, c'est manager seul, hein, avoir des problèmes seul et se confronter seul aux problèmes et trouver des solutions. Mmh. Donc, si tu as cette capacité, et je trouve que les chefs, parce que nous, les pâtissiers, on est des bisounours, hein, c'est facile la pâtisserie. On n'a pas de service, on n'a pas de service du soir. Moi, ma femme ne serait jamais restée avec moi si j'avais été chef de cuisine. C'est la Très première fois que dur. j'entends ça. Bah Ouais. oui, non, mais c'est OK. très dur de créer enfin, moi, j'ai beaucoup de respect pour tous mes potes cuisiniers parce que avoir une famille, ta femme, il faut qu'elle accepte qu'elle te voit jamais le soir. Tes enfants, Oui, il faut c'est qu'ils vrai. acceptent qu'ils te voient jamais le soir. Quand on parle de Jean-François, moi, je dis respect, quoi. Il a réussi à Mmh. avoir Ah une bah, super respect famille, pour deux tout. enfants. Mais putain, il faut capitaliser et gérer tout ça. C'est très, très compliqué. Moi, j'ai beaucoup de respect. Nous, on se lève tôt, mais on n'a pas ce souci du soir, tu vois? Donc c'est encore un autre débat. Et puis, quand je te dis qu'on est des bisounours, c'est quand même bon, la pâtisserie, on n'est pas c'est quand même assez bienveillant, entre nous, on est plutôt, tu sais, souvent on me dit: «Ah, qu'est-ce que tu en penses de la nouvelle génération? C'est quand même des branleurs, ils bossent pas assez, ils bossent pas comme nous». Et moi, j'ai trop entendu ça de mes pères quand j'étais jeune pâtissier, Mmh. qui me Ouais. rabâchaient sans cesse qu'à l'époque, ils travaillaient 10 fois plus que nous, et en fait, je me suis interdit d'avoir ce genre Mmh de mh. raisonnement plus tard. Mmh. Donc, si tu veux, la génération d'aujourd'hui, eh ben, elle sera différente, elle aura d'autres outils, elle fera différemment, elle ira plus vite, ça c'est indéniable. Mais carrément. Mais et puis elle vivra avec son époque. C'est comme ça, faut l'accepter, point barre. Oui, de toute façon, comme tu le dis, on peut pas vraiment y faire grand-chose. Donc, je pense que le le meilleur moyen de bien vivre les choses, c'est de l'accepter que tout est en mouvement et qu'on change et surtout faut évoluer avec son temps, sinon on devient aigri et Exactement, et tu je suis vois, bien on parlait d'accord. de Cédric, mais Cédric, moi et tous les gens de ma génération, notre époque à nous, c'était les concours. Parce que tu ne pouvais être que validé Ouais, quand c'est tu fou. gagnais un Ouais. concours. Sinon, tu étais rien, quoi. Donc, si tu gagnais le championnat de France, le championnat d'Europe, le championnat du monde, bah, tu étais validé par tes pairs. C'était super important. Si tu étais meilleur ouvrier de France, ça veut dire que tous les professionnels te regardaient différemment en te disant: «Putain, le mec, il a fait ses preuves, il a été fort, il était bon». C'était incroyable, et moi, j'ai passé des moments incroyables à faire des concours, à me remettre en question, à me confronter aux autres. C'est extraordinaire. J'ai grandi, je me suis battu. Si tu veux, la génération d'aujourd'hui n'a plus besoin de faire des concours pour être validé. Maintenant, bah, tout a changé, donc c'est autre chose. Mais moi, j'ai adoré ça. J'ai adoré Mmh. ma génération. J'ai adoré en baver. Je me bats aussi en ce moment sur, tu sais, maintenant, il y a 4 à 5 champions du monde qui arrivent toute l'année, quoi. Mmh. Le mal est fait par certains médias. En fait, il y a qu'une seule Coupe du Monde, c'est la Coupe du Monde de la pâtisserie qui est à Lyon pendant le CIRA et qui a, comment dire, et Qui est qui est encore rebattu ultra depuis 2 ans. ouais. Voilà, quand tu gagnes ce concours par équipe, tu es 3, et bien, tu as le titre de champion du monde. Alors, par année, hein, c'est tous les 2 ans. Et voilà, tu en as chié pendant 1 an, tu as tout laissé tomber, et je trouve que c'est ultra valorisant. Alors maintenant, malheureusement, il y a des, alors c'est pas des pseudo champions du monde, loin de là, mais c'est des associations qui disent: tiens, bah tiens, chaque année, on va élire un meilleur ou une meilleure pâtissière du monde. Mais c'est une question d'argent ça, c'est plus une Voilà. question de travail et de Dans l'absolu, les gens qui élisent, c'est plutôt des gens talentueux et sympathiques. C'est pas là le problème. Le problème, c'est que le client et le client lambda, il fait plus aucune différence entre le mec à qui on a dit: tiens, bah lui, on le met champion du monde, c'est un titre honorifique qui va garder 1 année, et puis l'année prochaine, on va mettre quelqu'un d'autre. Il va pas du tout être et mis oui. confronté avec un vrai gamin qui a bossé, qui a sacrifié 2 ans de sa vie pour Mmh bosser mh. pour et pour gagner le titre de champion du monde. Oui, c'est ça, c'est un titre qui enfin, c'est quand même une compétition qui a lieu tous les 2 ans, c'est pas anodin, c'est qu'il faut non pas 1 année, mais 2 années pour se sentir réellement prêt, à ce type de concours. C'est des champions olympiques, du chocolat et du sucre. Enfin, c'est vraiment, Et tu vois, maintenant, c'est plus des personne athlètes. n'a envie de s'inscrire, parce que pour s'inscrire, pourquoi? Il faut se mettre en difficulté, c'est-à-dire que tu peux être la star de ta rue sur les réseaux, et là, ça veut dire que si tu fais ce concours, tu peux perdre.
t'as plus de chances de perdre que de gagner. Donc, je trouve que c'est très valeureux. Au contraire, je suis pas sûr. Je sais pas si ça va durer encore longtemps, hein, les concours, mais je trouve qu'il faut applaudir les gamins qui font ce genre de Ah, choix. c'est clair, c'est Parce clair. que c'est un énorme travail et à la fin, il y en a qu'un, hein. Il y a qu'une équipe qui gagne, hein. Il y a pas cinq personnes, enfin 5 équipes qui vont être tirées sur le volet en disant bah tiens ils ont une bonne moyenne, on va les passer les 5. Il y a qu'une équipe qui gagne, donc contre 20 pays. Mmh. Donc c'est plutôt chouette. Ouais, c'est toujours cruel, hein. C'est toujours cruel. C'était tellement intéressant, j'ai envie de continuer à parler pâtisserie et management aussi parce que j'imagine que ça a dû provoquer tellement de changements en toi, toutes ces étapes-là de ta vie et ça doit se répercuter encore aujourd'hui sur ta manière de concevoir ton entreprise. Carrément, tout est dit. Quand tu as 20 ans, tu sais pas manager. Tu penses avoir des modèles, mais t'es pas dans le vrai modèle qu'il faut être. Tu fais des erreurs. Une erreur est humaine. Dans ma tête, l'idée, c'est pas de la reproduire 2 fois. Si tu Mmh. reproduis 2 fois une erreur, là, que le problème, c'est que c'est toi. Et puis après, quand tu as vraiment une équipe, quand tu as des gens qui sont autour de toi, enfin, moi, j'ai 80 employés maintenant, donc quand je suis dans mon laboratoire ou quand je suis dans mes boutiques, je viens avec le smile. Mmh. J'adore impulser une bonne énergie Une énergie. qui rend, enfin c'est communicatif et puis c'est beaucoup plus sympa de venir avec le sourire et une bonne énergie que de tirer la tronche. C'est contagieux Tu et je prends soin de mon équipe comme je prends soin de ma famille. On prend soin tous ensemble des uns et des autres pour avoir le même objectif et avancer et faire du mieux qu'on peut. Ça donne trop envie de venir travailler chez toi. J'imagine que tu vas recevoir quelques CV après cet épisode pour On a agrandir jamais- ta famille. Avant, il y avait 20 CV par jour chez Fauchon. Maintenant, depuis le Covid, je ne sais pas ce qui se passe dans ce pays, mais plus personne ne veut bosser. Donc, Ok, donc tu recrutes en ce moment? alors écoute, on galère pas trop, mais Un on profil atypique est toujours le ouais, bienvenu. on cherche surtout que là, j'ouvre plusieurs pâtisseries, donc on demande plus de monde. Et en plus, enfin, ça va paraître prétentieux, etc. Mais je fais vraiment très attention avec mes équipes. J'ai un chef extraordinaire qui est comme moi et qui fait très attention au management et à la façon de parler et à la bienveillance. Ah non, mais attends, c'est ultra précieux et c'est pas du tout. Euh, Enfin, au contraire, c'est le bienvenu et ça fait du bien d'entendre ça. C'est tout ce qu'on souhaite, vraiment, vraiment. Et ouais. Et alors, on fait encore des erreurs, hein, bien évidemment, mais c'est vrai que transmettre et puis apporter de la bienveillance, j'adore ça. Alors après, je peux pas me démultiplier parce que maintenant je vis dans le sud et je viens sur Paris, mais je peux pas être tous les jours au contact de mes équipes, hein, malheureusement. Mais dès que je suis là, en tout cas, j'apporte la niaque et le smile. Ouais, ça se ressent. Merci beaucoup, Christophe. C'était vraiment passionnant, comme quoi, euh, il faut passer par quelques expériences un peu pourries pour savourer son quotidien. Euh, je me dis que cette expérience à New York, finalement, avec le recul, tu l'as décrit de façon tellement drôle. J'imagine que sur le coup, ça devait pas toujours être très rigolo, mais qu'aujourd'hui, tu Non, la regardes en souriant, en fait. tous les jours, ce qui me revient, toi, c'est que tous les jours, j'essayais de trouver un truc sympa qui m'arrive. Parce que tous les jours, il m'arrivait une merde. Même quand Oh là là! arnaqué, j'essayais toujours de se dire, ok, trouve un truc, au moins un truc positif, quoi. Tiens, j'ai bouffé un bon gâteau. Ah, ça je note, c'est un truc positif. Mais tu sais, on va finir sur ça, mais le plus important en fait dans une vie, c'est ce que je raconte toujours. Tu prends une feuille de papier, tu prends ton crayon, tu réfléchis et tu écris ce que tu veux faire dans ta vie. Et tu arrêtes de te plaindre, tu arrêtes de pointer les autres du doigt parce que tu peux pas y arriver, parce que si, parce que ça, tu écris, tu veux, tu fais. Point barre. Moi, alors, tu fais à ton niveau. Moi, je suis fan de tennis, je vais pas gagner Roland-Garros, hein, je le sais déjà. Mais Mhm. dans ma tête, je crois que je vais gagner. Donc c'est ça le plus important. Mhm. C'est vraiment d'y croire à 100% et se donner à fond, quoi. Et plus tu te donnes à fond, plus tu te donnes du plaisir et plus tu es porté par ta passion. Voilà. Et puis, tu arriveras toujours plus loin que si tu n'avais pas commencé juste en pestant, en te disant que tu n'y arriveras pas. Donc, quoi qu'il arrive, c'est toujours un pas vers quelque chose qui nous plaît. Mais complètement, complètement. C'est que du bonheur. Surtout ce métier. Ce métier, on fait des gâteaux pour faire plaisir aux gens qu'on aime, hein, à la Mais base. c'est ça. J'ai justement cette copine pâtissière. J'ai été vendeuse dans sa pâtisserie durant 2 mois au début de la leçon
Moi qui pensais que j'allais tout de suite gagner ma vie, la réalité était un peu différente. Et en fait, j'ai adoré parce que les gens venaient là pour s'offrir un bon moment, pour partager quelque chose. On vendait quelque chose d'hyper joyeux, en fait. J'ai adoré cette expérience. C'est ce que tu fais, c'est quand même génial. Tu vends quelque chose de joyeux. Et ben pourvu que ça dure, parce que quand j'ai commencé mon métier, personne ne voulait être pâtissier, hein. Tout le monde me montrait du doigt en me disant: «Mais boss, sinon tu vas finir comme Michelin qui va faire du gâteau». Ah, ils doivent s'en mordre les doigts maintenant. Et toi, dans ta maison dans le sud, allez, ciao la compagnie. Voilà. Merci beaucoup pour cet épisode passionnant. Merci infiniment. J'espère que cet épisode vous a plu. Pour suivre les coulisses du podcast, n'hésitez pas à me follower sur Instagram @Paulette_Grisoni, sur Twitter, podcast LL en majuscule, ou sur Facebook, La Leçon Podcast. On se dit à très vite pour un nouvel épisode.